Ça m'a fait réaliser à quel point on peut facilement manipuler les gens, même avec quelque chose d'aussi insensé qu'un pet embouteillé. J'ai rencontré plusieurs Vénézuéliens qui, dans leur quotidien, consacrent jusqu'à 10 heures par jour à jouer à RuneScape, un jeu en ligne massivement multijoueur. Leur objectif principal ? Générer de l'or virtuel dans le jeu qu'ils échangent ensuite contre de l'argent réel via PayPal. Ce phénomène est devenu une véritable activité économique pour de nombreux Vénézuéliens, qui trouvent dans ce moyen de génération de revenus une façon de contourner la dévaluation catastrophique de leur monnaie nationale, le bolivar. Le bolivar vénézuélien, avec une inflation galopante et une dépréciation presque totale, est aujourd'hui quasiment inutile sur le marché international. Les prix dans les magasins locaux deviennent prohibitifs et les salaires ne suivent plus l'évolution des prix, ce qui pousse une grande partie de la population à chercher des alternatives. Dans ce contexte, l'or virtuel généré dans des jeux comme RuneScape devient une véritable ressource. En effet, dans le monde du jeu, une heure passée à récolter de l'or ou accomplir des tâches dans l'univers virtuel vaut plus en dollars américains que de nombreux emplois de niveau débutant au Venezuela. Le système d'échange fonctionne de manière assez simple, mais efficace. De nombreux joueurs américains, européens, ou même japonais sont prêts à payer des Vénézuéliens pour qu'ils accumulent de l'or dans le jeu pendant plusieurs heures. Le montant est souvent de 5 dollars américains pour cette heure de jeu. Bien que 5 dollars ne semble pas beaucoup dans de nombreuses régions du monde, pour un Vénézuélien, cela représente une aide précieuse. En termes concrets, 5 dollars américains permettent d'acheter des produits essentiels tels que du pain, du lait, du riz, et même un peu de viande pour la journée, des denrées devenues de plus en plus rares et chères en raison de l'effondrement économique. Les conditions de vie au Venezuela ont poussé cette méthode à se développer. De nombreux jeunes, souvent dans la vingtaine ou la trentaine, n'ont plus d'autres options viables pour joindre les deux bouts. L'accès à un travail stable est limité, et ceux qui arrivent à décrocher un emploi ne gagnent souvent pas assez pour couvrir les besoins de base de leur famille. C'est là que les jeux vidéo, qui étaient autrefois une simple forme de divertissement, deviennent une source de revenus réguliers. Les joueurs vénézuéliens maîtrisent bien les mécaniques des jeux, ce qui leur permet de remplir efficacement les tâches répétitives nécessaires à la collecte d'or. Ils passent des heures à exécuter des tâches spécifiques, à commercer avec d'autres joueurs, ou à réaliser des missions dans le jeu pour accumuler un maximum de ressources. Pour ces jeunes Vénézuéliens, la stabilité de ce revenu est essentielle. Il ne s'agit pas d'une activité ponctuelle ou sporadique, mais d'une source de subsistance fiable, à condition de rester impliqué dans le jeu et d'accepter les transactions en ligne. Le fait que cette économie virtuelle soit reliée à une monnaie stable comme le dollar américain offre une forme de sécurité que l'économie nationale ne peut plus offrir. L'aspect constant de l'échange, la possibilité de recevoir de l'argent de manière régulière et prévisible, représente un petit répit dans un environnement où l'incertitude est la norme. Ce phénomène a également entraîné l'émergence d'une petite communauté en ligne de joueurs vénézuéliens qui partagent leurs astuces et techniques pour maximiser leurs gains en or virtuel. Ils s'échangent des conseils sur les méthodes les plus efficaces pour récolter de l'or en un minimum de temps, optimisant ainsi leur activité pour pouvoir échanger un maximum d'or contre de l'argent réel. Une fille un peu plus ronde que je connaissais gagnait de l'argent en faisant des choses assez particulières, liées à des fétiches. Des gars étaient prêts à lui payer pour qu'elle se tienne debout sur eux, un fétiche appelé stomping. Elle avait aussi des gens qui lui donnaient de l'argent simplement pour la regarder manger et tout ça sans aucune implication sexuelle. Au début, j'étais sceptique et j'aurais sûrement pensé que c'était une exagération, mais elle m'a montré les messages et les offres qu'elle recevait de la part de ces hommes sur une application appelée Kik. C'était impressionnant de voir à quel point certaines personnes sont prêtes à payer pour des trucs qui semblent totalement étranges ou même incompréhensibles pour d'autres. Mais bon, elle arrivait à en tirer parti, et même si c'était un peu bizarre, je ne pouvais que lui donner du crédit pour avoir trouvé une manière de faire de l'argent, même si cela touchait à des choses un peu décalées. Un homme que je connais, un ami de ma mère, a fait un voyage au Texas il y a plus de 30 ans. Nous sommes originaires de Norvège, et pour lui, ce voyage représentait à la fois une aventure et l'occasion de découvrir une culture très différente de la nôtre. Là-bas,
en se promenant dans des quartiers résidentiels typiques des banlieues américaines, il a remarqué un détail qui revenait partout, chaque jardin ou presque avait un trampoline. C'était presque devenu un symbole du mode de vie local. Et ce n'était pas n'importe quel trampoline. La majorité étaient des modèles circulaires avec un tapis bleu et des protections bien spécifiques, tous de la marque Jump King. Cette observation a piqué sa curiosité. Pourquoi un tel engouement? Pourquoi n'en voyait-on jamais autant chez nous en Norvège? Ces questions tournaient dans son esprit, mais au lieu de simplement s'étonner, il a décidé d'agir. Avec un flair qu'on pourrait qualifier de visionnaire, il a pris la route pour se rendre directement au siège de l'entreprise qui fabriquait ces trampolines. Une fois sur place, il a discuté avec les responsables et a négocié l'achat de 10 unités. C'était un pari osé, car personne en Norvège n'avait encore vraiment entendu parler de ce type de produit à l'époque. Pourtant, il était persuadé qu'il y avait là un potentiel inexploité. De retour en Norvège, il a immédiatement mis les trampolines en vente. À sa grande surprise, ils se sont écoulés en quelques jours à peine. Voyant cet engouement inattendu, il n'a pas perdu de temps. Il a passé une nouvelle commande, cette fois beaucoup plus ambitieuse, 50 trampolines. Et, une fois de plus, ils ont tout trouvé preneur en un temps record. Ce succès fulgurant l'a encouragé à aller encore plus loin. Il a établi un partenariat avec Jump King, devenant le seul importateur officiel de la marque dans tout le pays. Très vite, il s'est retrouvé à gérer une entreprise florissante, transformant ce qui avait commencé comme une simple intuition en un empire lucratif. Aujourd'hui, personne ne sait exactement combien il a accumulé grâce à cette idée ingénieuse, mais il est clair qu'il a amassé une fortune colossale. Un chauffeur de taxi à Dublin m'a un jour raconté l'histoire d'un de ses passagers qui avait mis au point un stratagème brillant. Cet homme était sculpteur. Il avait trouvé une manière très astucieuse de gagner sa vie, en combinant sa passion pour l'art et une connaissance fine du monde des courses de chevaux. Ce qu'il faisait, c'était regarder les courses, puis, dès qu'un cheval remportait la victoire, il se mettait à l'œuvre pour créer un modèle numérique en 3D d'une sculpture grandeur nature du cheval victorieux. Ensuite, il utilisait les réseaux sociaux pour contacter directement le propriétaire du cheval. Et là où ça devient intéressant, c'est que les propriétaires de chevaux de course gagnants sont souvent des personnes extrêmement riches des chèques, des oligarques, des milliardaires, en somme des gens qui ont les moyens de se faire plaisir. De temps en temps, l'un d'eux mordait à l'hameçon et acceptait de dépenser autour de 100 000 € pour avoir une statue du cheval qui avait remporté la course. Le sculpteur n'en faisait que quelques-unes par an, et le reste du temps, il vivait tranquillement, profitant de son succès. Il n'avait même pas besoin de travailler à plein temps pour mener la grande vie. Une œuvre de génie, où l'art et le timing se rejoignaient parfaitement pour générer un beau profit sans avoir à multiplier les efforts. J'avais une pote à la fac qui vendait ses culottes et ses chaussettes. Elle avait un caractère bien à elle, et une façon de voir le monde qui m'étonnait parfois. On se connaissait depuis quelques années déjà, mais un jour, lors d'une conversation totalement inattendue, elle m'a confié quelque chose d'assez dérangeant. C'était un soir, après une journée de cours. On était assises dans un café, en train de discuter de tout et de rien. Puis, sans crier gare, elle m'a dit qu'elle avait commencé à vendre des chaussettes et des culottes usagées. Sur le coup, je pensais qu'elle rigolait. Mais non. Ce qu'elle m'a expliqué ensuite m'a littéralement laissé sans voix. Elle ne vendait pas simplement des articles portés quelques heures ou pour une journée. Non, ce qu'elle faisait, c'était bien plus particulier, elle s'était spécialisée dans la vente de vêtements utilisés dans les pires conditions possibles. Des chaussettes trempées après des heures de marche dans la boue, des culottes laissées dans des sacs en plastique pendant des jours pour que l'odeur soit plus forte. Elle me parlait de ses clients, certains prêts à payer des sommes énormes pour des articles qui avaient été portés dans des endroits vraiment dégoûtants. Je me souviens d'un client qu'elle avait eu, qui avait demandé des chaussettes spécialement imprégnées de l'odeur de la sueur après une course sous une chaleur accablante. Un autre voulait des culottes qui avaient été très utilisées, avec des traces visibles d'usure, et tout ça, dans un état de saleté assez extrême. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que, pour elle, ce n'était même pas une question de jugement moral.
C'était simplement un business qui fonctionnait, une niche qu'elle avait trouvée et qui rapportait. Les clients étaient réguliers, de plus en plus, certains payaient des prix de plus en plus élevés pour des articles de plus en plus salissés. Et les demandes devenaient de plus en plus spécifiques. Bien sûr, je ne comprenais pas vraiment cette demande étrange et dérangeante, mais elle m'expliquait qu'il y avait un vrai marché pour ça. Parfois, elle riait de la situation, mais au fond, elle semblait ne pas y voir de mal. Elle n'était pas choquée par ce qu'elle faisait. Elle en parlait presque comme d'une petite aventure, un truc qu'elle faisait pour s'amuser, mais qui lui rapportait pas mal d'argent. Au fond, ça me perturbait un peu. On était à la fac, on avait tous nos petites ambitions, mais je n'avais jamais imaginé qu'une amie se lancerait dans quelque chose d'aussi particulier. Mais bon, chacun son truc. Ça ne m'empêchait pas de la voir comme avant, et elle, de continuer à faire ce qu'elle faisait. Dans les escadrons de l'Air Force, il est courant d'avoir un snack bar géré par les membres les plus jeunes, qui s'en occupent généralement de façon assez médiocre. Cependant, dans une base où j'étais affecté, un des membres de l'escadron de maintenance était tellement incompétent en maintenance que les supérieurs ont décidé de lui attribuer une tâche permanente, s'occuper du snack bar. Cet errement, en raison de ses difficultés avec les outils, a étonnamment bien réagi à sa nouvelle responsabilité. Le snack bar, qui était généralement en désordre et mal approvisionné, est devenu impeccablement organisé, avec des étagères bien remplies et une offre diversifiée. Les autres membres de l'escadron, plutôt que de se rendre à la cantine située de l'autre côté de la base, ont commencé à acheter leur déjeuner au snack bar, où l'offre était bien meilleure. Même les pilotes, de retour de leur sortie, s'arrêtaient pour acheter une collation. Grâce à sa gestion efficace, Herman a fait un tel succès du snack bar qu'à la fin de l'année, il a annoncé un bénéfice de près de 3 000 $ à la commission de soutien de l'escadron. Les responsables étaient ravis et ont décidé de le laisser gérer le snack bar pendant les années suivantes. Pendant tout ce temps, il a continué de gérer discrètement le snack bar, sans attirer l'attention. Lorsque son engagement a pris fin, il a reçu une honorable décharge et est retourné à la vie civile. Avant de partir, il a formé un nouvel Herman pour prendre sa place, lui transmettant ses méthodes de gestion. Le nouveau venu a continué sur la même lancée, et à la fin de l'année, il a annoncé un bénéfice d'environ 18 000 $. Vous l'avez deviné, l'ancien Herman avait empoché tout cet argent sous forme de cash, et grâce à ses méthodes de comptabilité sans aucune supervision, personne n'a pu prouver quoi que ce soit. De plus, comme il n'était plus dans l'armée, la base n'avait plus de juridiction sur lui. Les responsables de l'escadron ont rapidement compris qu'il se retrouverait dans une situation embarrassante s'il dénonçait l'affaire, et ont donc pris la décision de garder le silence. Au final, ce jeune homme n'a jamais fait un seul travail pendant toute la durée de son service militaire. Il est parti de la base avec son GI Bill et un sac de sport rempli de près de 50 000 $ en liquide. Un coup monté digne de Kaiserseus pour un gamin de 19 ans. Quand Dogecoin a explosé, j'avais écrit un guide sur la récupération de portefeuilles anciens et perdus, et ça a tellement pris d'ampleur que j'ai été submergé de demandes d'aide. Certaines personnes avaient des fichiers de portefeuille corrompus, d'autres avaient perdu leur mot de passe, etc. Ayant une formation en informatique et une bonne expérience en récupération de données et en piratage de mots de passe, j'ai commencé à aider ces gens en échange d'un pourcentage des fonds récupérés, un taux standard dans le domaine de la récupération de portefeuille. Bien entendu, tout était en règle avec un contrat en bonne et due forme. Pendant un moment, je recevais de nouveaux clients chaque semaine, et je gagnais des centaines, voire des milliers de dollars pour chaque récupération réussie, et j'avais un bon taux de succès. La plus grosse somme que j'ai jamais récupérée, c'était un mot de passe de 19 caractères que quelqu'un avait perdu. C'était un travail long et complexe, mais la satisfaction d'aider quelqu'un à récupérer une fortune perdue était énorme. Je me sentais vraiment utile, et l'aspect financier n'était pas mal non plus. Mais au fur et à mesure que le prix du Dogecoin a chuté, la demande a diminué, et les demandes se sont faites de plus en plus rares. Cela dit, cette période m'a permis d'économiser suffisamment d'argent pour le versement initial de ma maison, ce qui a été un tournant dans ma vie. Même si l'activité a ralenti, cette aventure m'a appris beaucoup sur la demande volatile, mais aussi sur comment saisir les bonnes opportunités au bon moment.
Lorsque je travaillais sur des systèmes de home cinéma dans les résidences secondaires de gens très riches, j'ai rencontré un homme qui avait un travail assez unique. Il était payé pour tirer la chasse d'eau et conduire les voitures de ses clients plusieurs fois par mois. Ce n'était pas tout. Il avait également la responsabilité d'ouvrir les maisons pour les ouvriers comme moi et d'organiser la livraison de nourriture ou d'autres services chaque fois que ses propriétaires venaient passer du temps dans leur propriété de vacances. Contrairement aux plus fortunés qui ont souvent un personnel attitré ou un gestionnaire de maison dédié, cet homme gérait plusieurs clients dans le même quartier. C'était son rôle de s'assurer que tout était en ordre et prêt pour leurs arrivées, une sorte de concierge pour les ultra-riches, mais sans le prestige associé aux fonctions de gestion classiques. Travailler dans le secteur résidentiel peut sembler glamour de l'extérieur, mais après avoir vu ce genre de situation, je suis bien content de ne plus faire ce genre de travail. Les maisons et les vies des riches sont remplies de petits détails insolites qu'on ne se doute même pas. Et franchement, il y a une part de ce monde qui est tout sauf glamour. Je connaissais une femme qui occupait un poste assez unique et, pour tout dire, un peu étrange, son travail consistait littéralement à dormir. L'histoire commence avec un propriétaire d'immeuble de bureaux dans une grande ville. Cet homme était soucieux de la sécurité de son bâtiment et de la réactivité en cas d'urgence. Dans son immeuble, il y avait des dizaines de bureaux occupés par des entreprises diverses, mais il n'y avait jamais eu de système de sécurité 24h/24. Il cherchait donc une solution pour s'assurer qu'une personne soit présente à toute heure du jour et de la nuit, prête à répondre en cas de besoin. C'est alors qu'il a eu une idée un peu surprenante. Plutôt que de garder une équipe de sécurité ou d'avoir un employé constamment en poste, il a décidé de recruter une personne dont le seul rôle était d'être là, sur place, pour être le point de contact avec les premiers intervenants si jamais une urgence se produisait. Il cherchait quelqu'un de responsable, mais sans devoir se soucier d'une charge de travail permanente. Il a alors embauché cette femme. Chaque soir, après la fin des heures de travail des employés de bureau et de l'équipe de maintenance, elle arrivait dans le bâtiment. Les techniciens et autres ouvriers avaient déjà effectué leur travail de maintenance, et la nuit tombait. Elle se rendait dans une chambre spécialement aménagée pour elle, une petite pièce dans un coin du bâtiment, avec un lit confortable, un bureau, et quelques affaires personnelles. Elle s'y installait donc, et son travail consistait simplement à être présente. Elle passait la nuit dans le bâtiment, prête à intervenir au cas où quelque chose se produirait. Le matin venu, après une nuit tranquille, elle remettait les clés du bâtiment aux employés qui arrivaient pour commencer leur journée. Aucune urgence n'a jamais eu lieu durant toute la durée de son contrat. Les premiers intervenants n'ont jamais eu à être appelés, mais la tranquillité d'esprit du propriétaire de l'immeuble était assurée. Elle n'avait pas besoin de s'inquiéter, et elle passait ses soirées dans un environnement calme et sans stress. Elle était payée pour être là, mais jamais sollicitée, et son travail était aussi simple que cela. Ce rôle, qui semblait presque irréel pour certains, était en réalité l'un des emplois les moins stressants qu'on puisse imaginer. Pas de réunion, pas de responsabilités lourdes, pas d'urgence à gérer, juste une présence discrète et une disponibilité en cas de besoin. Son emploi pouvait sembler comique à certains, mais c'était une solution astucieuse pour le propriétaire d'immeuble, et elle avait trouvé un équilibre parfait entre confort et travail minimal. Bien sûr, au fil du temps, ce travail est devenu un peu une sorte de blague parmi ses amis et connaissances, qui ne pouvaient s'empêcher de se demander si c'était un travail véritablement légitime. Mais pour elle, c'était une manière d'arrondir ses fins de mois sans aucune pression, et elle profitait des soirées tranquilles, parfois avec un bon livre ou simplement en écoutant de la musique dans la chambre tranquille du bâtiment. Lorsque je travaillais dans un restaurant haut de gamme très fréquenté, j'avais un collègue qui avait trouvé une méthode assez astucieuse pour maximiser ses bénéfices personnels. À chaque fois qu'un client payait en espèces, il passait la facture sur sa carte de crédit et gardait l'argent liquide pour lui. Ensuite, il utilisait cet argent pour régler rapidement le solde de sa carte de crédit. Il répétait cette opération toute la journée, tous les jours, pendant un long moment. Et petit à petit, les points de fidélité commençaient à s'accumuler. Bientôt, il profitait de billets d'avion gratuits, de réductions sur des hôtels et d'autres avantages liés au programme de récompense de sa carte.
Il était ravi de son système, et tout semblait bien fonctionner. Cela a bien marché pendant un certain temps, jusqu'à ce que la direction commence à remarquer une augmentation importante des frais de traitement des cartes de crédit. En particulier, les frais associés à un seul employé attiraient l'attention. Ils ont rapidement fait le lien et l'ont stoppé net, mettant fin à son petit jeu en un clin d'œil. Finalement, son stratagème a été découvert et il a dû trouver une autre manière de gérer ses finances. Mais pendant un temps, il a réussi à tirer parti du système d'une façon plutôt ingénieuse, si ce n'est un peu risqué. Ce n'est pas une histoire particulièrement folle, mais elle est assez drôle. Un de mes collègues avait vécu dans le même immeuble qu'un dealer de crack. Il savait que le type était plutôt cool avec lui, et c'est là que ça devient intéressant. Chaque soir, quand mon collègue rentrait chez lui après le travail, il avait pris l'habitude d'allumer un projecteur et de l'orienter vers la fenêtre du dealer, juste quelques secondes, avant de rentrer dans son propre appartement. Dès que le dealer voyait cette lumière, il devenait complètement paniqué. Quelques minutes après, il frappait à la porte de mon collègue, affolé, en lui disant qu'un hélicoptère le suivait et qu'il était en danger. Il était visiblement convaincu que la police ou d'autres autorités le traquaient. Dans un état de stress total, il offrait 200 $ à mon collègue pour qu'il garde sa cachette de drogue pendant la nuit. Mon collègue, un peu amusé par cette situation, acceptait toujours l'argent, mais sans jamais poser de questions. C'était devenu une sorte de routine entre eux. Le dealer disparaissait en toute hâte après avoir confié sa marchandise, et mon collègue retrouvait son appartement en toute tranquillité, avec 200 $ en poche. En 2005, j'avais un travail de nuit pour Bank of America. Après environ un an, j'ai décidé de repartir à l'école, j'avais 20 ans à l'époque, et j'ai demandé si je pouvais prendre un congé temporaire et ne travailler que pendant les vacances d'hiver et d'été. Ils n'avaient jamais accordé un tel congé à qui que ce soit, mais ils ont accepté parce que j'avais été le meilleur performeur du département pendant plusieurs mois consécutifs. Je suis donc parti, et lorsque je suis revenu quelques mois plus tard pour les vacances de Noël, j'ai travaillé quelques semaines jusqu'au Nouvel An. Au début, je n'avais pas remarqué que j'avais été trop payé, car j'étais habitué à avoir une grosse somme sur ma paye annuelle. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il n'y avait eu qu'une ou 2 semaines de 2007 à ce moment-là. Ils m'avaient payé pendant tout le temps où j'étais à l'école. Sur mon chèque de 2 semaines, il y avait 650 heures supplémentaires. Avec un salaire de 13 $ de l'heure, j'ai gagné 8 500 $ en 2 semaines. Les erreurs de paie étaient étonnamment fréquentes, alors j'ai informé mon patron la nuit suivante. Elle m'a dit qu'il viendrait récupérer l'excédent lors du prochain paiement. Je lui ai rappelé que c'était ma dernière semaine avant de retourner à l'école et qu'il n'y aurait pas de prochain paiement. Elle m'a simplement répondu, « Ils finissent toujours par te retrouver ». L'année scolaire s'est terminée en mai, et je ne pouvais plus travailler de nuit. Je n'en pouvais plus et j'ai donc quitté par téléphone en laissant un message vocal. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de la société de paie me demandant si je pouvais leur rendre les 4 700 $ qu'ils m'avaient versés en trop. Il faut préciser que j'avais attendu des mois avant de dépenser cet argent. Au début, j'ai utilisé une petite somme pour une urgence, un peu plus que je savais pouvoir rembourser si jamais ils me retrouvaient, et finalement, j'ai essentiellement vécu sans avoir à travailler pendant les 2 semestres où j'étais à l'école. Évidemment, j'ai ignoré leur première lettre, puis la suivante. Finalement, ils ont cessé de me relancer. Je n'ai jamais eu de poursuite légale à mon encontre, rien n'a affecté ma cote de crédit. Et voilà comment j'ai accidentellement fraudé la 2e plus grande banque du pays. À l'université, j'ai suivi un cours sur la façon de démarrer et de gérer une petite entreprise. Notre professeur nous encourageait à penser à des modèles d'affaires ridicules pour nos entreprises fictives, car c'était de cette manière qu'on tirerait le plus de bénéfices de la classe. Bien sûr, des idées farfelues ont fusé. Vendre des trombones de porte en porte, aller faire le plein d'essence dans les allées des gens, proposer un service de lecture et de résumé des journaux pour les cadres supérieurs, etc. Un de mes camarades de classe, cependant, a décidé de lancer une idée vraiment étrange, il allait vendre des tumbleweeds. Oui,
vous avez bien entendu, des tumbleweeds. Ce végétal sec et léger qu'on voit rouler dans les déserts ou pousser à l'abandon sur le bord des routes. Au départ, tout le monde pensait qu'il plaisantait, mais il a pris son projet au sérieux. Il a quitté l'université, a loué une camionnette et s'est dirigé vers les déserts pour ramasser des tumbleweeds. Son idée, les vendre aux studios de cinéma et de télévision d'Hollywood, qui en ont besoin pour leur décor. Il les stockait ensuite dans un entrepôt et, étant donné que les tumbleweeds ne se détériorent pas, ses seuls coûts étaient l'essence, le stockage et la gestion d'un site web. Un modèle d'affaires simple et efficace. Peu à peu, il est devenu le principal fournisseur de tumbleweeds pour les studios du monde entier, envoyant ses marchandises jusque dans les 4 coins du globe. Au final, il a gagné une fortune en vendant quelque chose que des millions de personnes voient chaque année sans y prêter attention. Une véritable success story qui prouve que parfois, les idées les plus improbables sont celles qui peuvent rapporter gros. Quand nous avions 16 ans, nous avons traîné quelques jours à Las Vegas avec un sans-abri. Ce gars-là avait une méthode assez inhabituelle pour survivre dans une ville où les gens se battent pour obtenir un peu d'attention et de ressources. Il vivait grâce à un tas de ces cartes que les casinos distribuent pour suivre la dépense des joueurs. Plutôt que de jouer lui-même, il utilisait ces cartes d'une manière assez astucieuse. Il se promenait le long du strip, glissant ses cartes dans les machines à sous des différents casinos, sans y jouer, juste pour les laisser là, au hasard. Puis, quelques heures plus tard, il revenait dans ses casinos pour récupérer les cartes qu'il avait insérées. Le système semblait simple, mais étonnamment efficace. Grâce à l'accumulation de points sur ses cartes, il réussissait à obtenir des repas gratuits, des chambres d'hôtel gratuites et une série d'autres services aléatoires. Il n'avait pas besoin d'argent pour ses récompenses, juste de la persévérance et de la patience. Chaque carte qu'il plaçait était comme une mise sur sa chance, et avec chaque casino, il augmentait ses chances d'obtenir quelque chose en retour. Bien sûr, tout cela reposait sur le fait qu'il avait suffisamment de temps et de liberté pour se promener sans but, en attendant que les points s'accumulent. Mais c'était un système qui fonctionnait bien pour lui à court terme. Je me souviens qu'à l'époque, nous étions un peu choqués par son ingéniosité, même si ce n'était pas une méthode que l'on pourrait qualifier de durable. Cela ne semblait pas vraiment pouvoir tenir sur le long terme, surtout dans une ville aussi dynamique et surveillée que Las Vegas. Mais pour lui, c'était un moyen de s'en sortir, et ça avait l'air de suffire à le maintenir dans un état relativement confortable pour quelqu'un qui vivait dans la rue. J'ai connu une personne qui, dans ses moments libres, exerçait le métier de dominatrice financière. Pour être plus précis, elle passait l'argent des hommes à des fins de gratification sexuelle, sans qu'il n'y ait jamais de contact physique réel. Je crois que toute cette activité se faisait à distance, principalement en ligne, ce qui permettait de maintenir une certaine discrétion tout en répondant aux désirs des clients. Le principe était assez particulier, ces hommes prenaient du plaisir à lui confier leur argent, presque comme une forme de soumission symbolique, sans qu'il y ait de geste ou d'intimité directe. Tout se passait dans un cadre virtuel, souvent à travers des messages et des interactions en ligne. C'était une dynamique étrange mais qui, manifestement, répondait à un besoin pour certains, à tel point que certains clients étaient prêts à dépenser des sommes importantes pour entretenir cette relation à distance. Le problème, cependant, est survenu lorsque cette activité parallèle est sortie de l'ombre. Elle n'avait pas vraiment la prudence de garder tout cela pour elle. Un jour, lors d'une conversation à son travail principal, elle était thérapeute respiratoire, elle a mentionné cette occupation secondaire, pensant peut-être que cela passerait inaperçu ou n'aurait pas de conséquences. Mais, malheureusement pour elle, ce n'était pas le cas. La direction de l'hôpital où elle travaillait n'a pas apprécié qu'elle parle de ses activités privées de manière aussi ouverte, surtout étant donné la nature de celle-ci. Cela a rapidement créé une situation délicate. Ses collègues et supérieurs ont été informés de cette autre facette de sa vie, ce qui a engendré des tensions et des discussions à son sujet. Peu de temps après, elle a été licenciée de son poste, non pas à cause de sa performance professionnelle, mais à cause de cette indiscrétion. L'établissement a jugé que cette activité pouvait nuire à sa réputation et à celle de l'hôpital, même si aucune règle explicite n'interdisait de telles pratiques en dehors du cadre professionnel.
Cela a été un coup dur pour elle, car elle avait probablement mal évalué les risques associés à la divulgation de ce genre d'informations personnelles, surtout dans un domaine aussi sensible. Malgré cela, elle semblait assez détachée de la situation, comme si elle n'avait pas été surprise par la réaction de son employeur. Un ami avec qui j'ai fréquenté le lycée est devenu millionnaire grâce à une idée simple, mais brillante. Il a découvert un service très rentable en se concentrant sur un détail souvent négligé, la pression des pneus dans les flottes de voitures de grandes entreprises. L'idée est venue lorsqu'il a commencé à vérifier au hasard la pression des pneus de certains véhicules garés dans des parkings d'entreprises. Il a ensuite calculé, à l'aide de données précises, combien une entreprise pouvait économiser en carburant par voiture et par an simplement en maintenant une pression des pneus correctement régulée. En multipliant ces économies par le nombre de véhicules dans une flotte, il a proposé à ces entreprises un service où il se chargeait de vérifier et de réguler régulièrement la pression des pneus. En échange de ce service, il prenait une commission sur les économies réalisées grâce à la meilleure efficacité énergétique de leurs véhicules. Il n'a pas fallu longtemps avant que toutes les grandes entreprises ne deviennent ses clientes. Au départ, il n'avait investi que dans une simple camionnette et un compresseur, et il passait ses journées à gonfler les pneus des voitures. Aujourd'hui, il possède 2 villas avec piscine et un bateau. Il y a environ 4 ans, j'ai remarqué que nous commencions à manquer de sacs Ziploc chaque semaine. J'ai d'abord pensé que c'était une simple coïncidence, mais je me suis vite rendu compte que ma fille de 10 ans à l'époque avait trouvé un moyen bien particulier de les utiliser. Elle mélangeait des oursons et des verres de gomme avec des épices hispaniques et de la sauce chamois, créant une sorte de friandise unique. Et ce n'était pas tout, elle les revendait à l'école pour 5 $ le sac. Au début, je ne savais pas vraiment ce qu'elle faisait, mais une fois que j'ai découvert son petit commerce, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle gagnait environ 100 à 150 $ par semaine en vendant ses bonbons faits maison à ses camarades de classe. C'était une somme impressionnante pour une enfant de 10 ans, surtout compte tenu de l'âge et du fait qu'elle gérait tout de manière totalement autonome, la préparation des bonbons, l'emballage, et même la promotion de ses créations à l'école. Elle avait un vrai sens des affaires. Rapidement, j'ai vu qu'elle avait une vraie passion pour ce projet, et j'ai décidé de l'aider à le développer. Nous avons travaillé ensemble pour trouver des moyens d'améliorer la qualité de ses produits, de rendre l'emballage plus professionnel, et d'explorer des idées pour élargir son marché. Au fur et à mesure que le bouche à oreille se propageait à l'école, elle a commencé à attirer l'attention des adultes et des entreprises locales. Aujourd'hui, à presque 15 ans, elle possède une petite entreprise de bonbons qui ne se contente plus de se vendre à l'école. Elle a réussi à placer ses bonbons dans plusieurs magasins de notre ville, et elle continue d'élargir son réseau de distribution. Son business est bien plus qu'un simple passe-temps, c'est devenu une véritable activité entrepreneuriale. Nous avons même parlé de la possibilité d'étendre ses produits à d'autres villes, car elle a réussi à se bâtir une clientèle fidèle. Il y a quelques années, un groupe religieux a réussi à attirer beaucoup d'attention en annonçant que la fin du monde allait survenir à une date précise. Cela a créé une véritable vague de panique et d'adhésion parmi leurs partisans. Parmi les sceptiques, un groupe d'athées a eu une idée des plus ingénieuses. Ils ont monté une entreprise en annonçant que, lorsqu'enfin le jour du jugement dernier arriverait et que les chrétiens seraient enlevés au ciel, ils se chargeraient des animaux de compagnie des personnes enlevées. L'idée était simple, proposer un service pour s'occuper des animaux laissés derrière, en échange d'un contrat signé et d'un dépôt non remboursable. Beaucoup de chrétiens, croyant fermement à l'imminence de la fin du monde, ont sauté sur l'occasion, signant des contrats et versant des sommes considérables. Bien sûr, ils étaient rassurés en pensant que leurs animaux seraient entre de bonnes mains pendant qu'ils partiraient au ciel. Puis, surprise, le jour de la rapture est arrivé et rien. Il n'y a eu aucune fin du monde, et les athées ont, en toute légalité, empoché la somme d'argent qu'ils avaient collectée grâce à leur contrat non remboursable. C'était une idée brillante, en réalité, car non seulement ils n'avaient rien fait de mal, mais ils avaient réussi à jouer sur la peur et la crédulité des gens pour créer une opportunité d'affaires en or. Si l'on y réfléchit bien, c'était une forme d'ingéniosité à la fois comique et cynique,
mais indéniablement astucieuse. Un ami à moi a dirigé un camion de café. Quoi? Ce n'est pas si fou, tu dis? Qu'est-ce qu'il y a de dingue là-dedans? Eh bien, d'abord, il faut savoir que c'était dans les années 90, à Vancouver, une époque où les camions de café étaient rares. Cela était dû au fait que le conseil municipal ne voulait pas délivrer de licence et que le département de la santé était extrêmement strict au sujet de l'eau chaude, des stations de lavage des mains et ainsi de suite. Mais une fois qu'il a obtenu son permis, mon ami ne s'est pas contenté de se garer dans une rue au hasard pour vendre son café au public. Non, il allait plus loin, il appelait les bureaux de production cinématographique et demandait poliment à ce qu'on lui envoie par fax un planning de tournage. Ensuite, il se rendait sur autant de lieux de tournage que possible dans une journée et servait du café aux équipes. Ces cafés spéciaux étaient en réalité bons, contrairement à la bouillie insipide qu'on servait habituellement dans les services de catering. Dès qu'il se garait, il avait des représentants de chaque département qui venaient à sa fenêtre avec 10 à 20 commandes pour des mochas double shot triple syrup. Si tu étais derrière la personne en charge de l'équipement ou des éclairages, tu devais souvent attendre plus d'1 heure pour ton café. Le système marchait bien parce que, pendant une journée de travail, il avait plusieurs marchés captifs de plus de 100 personnes chacun. Il faisait particulièrement des affaires pendant les tournages de nuit, quand toute une équipe de 150 personnes était désespérée de rester éveillée et alerte. Souvent, il travaillait pendant 36 heures d'affilée, avec une journée de travail de 12 heures, puis il jetait un matelas et un sac de couchage par terre pour dormir dans son camion pendant la nuit. En quelques années, il a acheté une maison, vendu son camion et pris sa retraite à 40 ans avec les bénéfices de ses 6 ou 7 années à servir du café. C'était un timing parfait, car juste après, quelques concurrents se sont lancés dans le même business. En 1 an ou 2, les bureaux de production ont arrêté de donner les informations essentielles sur les lieux de tournage et les horaires, après que quelques bagarres entre fournisseurs aient éclaté dans l'univers du cinéma. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que, finalement, mon ami s'est ennuyé de sa retraite et a utilisé ses contacts dans l'industrie pour devenir stagiaire. Maintenant, il est un acheteur de décors recherché. Je suis allé à l'université dans une ville universitaire typique, pleine de vie et d'étudiants. Une amie à moi a eu une idée plutôt astucieuse. Elle a acheté un vieux bus scolaire, l'a retapé, et a enlevé tous les sièges pour le transformer en un genre de fourgonnette géante. À la fin de chaque semestre, elle partait dans le quartier résidentiel, du côté plus chic de la vie étudiante hors campus, juste avant que les étudiants riches ne partent en vacances ou déménagent pour l'été. Elle faisait le tour du voisinage pour récupérer tout ce que les étudiants jetaient, télévision à écran plat, canapé, ordinateur, table et bien d'autres choses encore. C'était incroyable de voir à quel point les gens se débarrassaient de leurs biens pour ne pas avoir à gérer un garde-meuble ou à déménager eux-mêmes. Elle récupérait tout ça, et ensuite, elle revendait le tout sur Craigslist durant l'été ou au début du semestre suivant. Les objets partaient rapidement et elle faisait une petite fortune avec ce qu'on pourrait appeler du commerce de recyclage de luxe. Non seulement elle aidait ses étudiants à se débarrasser de leurs affaires encombrantes, mais en plus, elle en tirait un bon profit. C'était une idée de génie qui transformait les excédents de fin d'année en véritable mine d'or. Mon père a un jour investi 50 000 $ dans une entreprise qui proposait à des personnes de devenir les bénéficiaires partiels de leur police d'assurance vie. En gros, c'était comme quand des personnes âgées voulaient récupérer leur assurance vie avant de mourir, et cette société leur offrait environ un quart de la valeur de leur police. Ensuite, quand elles mouraient, l'entreprise récupérait l'intégralité du montant, ne perdant ainsi qu'un quart de la somme et encaissant le reste. C'était un système assez macabre. Ce qui était encore plus dérangeant, c'est qu'il avait même reçu une petite plaque avec les noms des 3 personnes dont il détenait une part de l'assurance vie, et il recevait des mises à jour régulières sur leur état de santé. C'était vraiment sinistre, d'autant plus que mon père ne récupérerait son investissement qu'une fois que ces gens mouraient. Je me rappelle de mon père, donc, espérant que ces 3 personnes âgées meurent bientôt, écoutant les mises à jour sur leur santé qui se détérioraient rapidement. Mais voilà, un jour, l'une d'elles commence à aller mieux, à 92 ans.
Puis, contre toute attente, les deux autres aussi commencent à se rétablir. Elles se remettaient sur pied, se déplaçaient, voyageaient avec leurs enfants, et profitaient de l'argent que mon père leur avait partiellement donné. C'était une excellente nouvelle pour eux, mais pas pour mon père, qui était en colère. Il s'attendait à ce que ces personnes vieillissantes s'éteignent rapidement, mais au lieu de ça, elles semblaient avoir retrouvé une seconde jeunesse. Le pire dans l'histoire, c'est que l'entreprise commença à l'appeler, lui demandant encore plus d'argent. Il lui disait que les personnes dont il détenait des parts dans les assurances vie vivaient plus longtemps que prévu et qu'ils avaient besoin de fonds supplémentaires pour couvrir leurs primes d'assurance. Si mon père ne payait pas quelques centaines de dollars par mois, il perdrait son investissement initial de 50 000 $. Mais lui, bien sûr, ne voulait pas abandonner cet argent qu'il avait investi. Il se disait que ces personnes étaient dans la fin de leur vie, probablement dans la fin de leurs 90 ans, donc elles allaient mourir de toute façon, n'est-ce pas? 6 mois plus tard, ma mère en a eu marre et lui a dit « Arrête ça ». Il a donc abandonné ses 50 000 $ et arrêté de payer. 2 ans plus tard, il reçoit une lettre annonçant qu'une action en justice collective était en cours. Il s'avère qu'il n'y avait jamais eu de vieille personne mourante avec de grosses polices d'assurance. Tout cela était inventé. Le gars qui avait créé cette arnaque avait empoché environ 20 millions de dollars et s'était enfui au Chili, ou quelque part là-bas. Voilà, mon père avait cru à ce système et il a perdu son argent dans une arnaque pure et simple. Un de mes amis a travaillé pour financer ses études universitaires de manière assez originale, il faisait de la prospection d'or. Cela se passait en 2009, en Californie, à une époque où beaucoup de gens avaient déjà oublié que l'or pouvait encore être trouvé dans les rivières de l'État. Pourtant, lui était déterminé à tenter sa chance et à suivre une méthode aussi ancienne que l'histoire de la conquête de l'Ouest. Tous les jours, il se rendait dans les rivières, équipé d'une simple péane de métal, le genre de matériel que les prospecteurs utilisaient à l'époque de la ruée vers l'or. La majorité du temps, il revenait chez lui sans rien de précieux, les mains vides, après avoir passé des heures à trier le sable et les graviers en espérant y trouver des éclats d'or. Il n'était pas rare qu'il ne trouve rien du tout. Mais il savait que la persévérance était la clé. Chaque jour était une nouvelle tentative, une nouvelle chance. Et puis, de temps en temps, il avait un coup de chance. Il ramenait quelques centaines de dollars d'or qu'il avait trouvés en pêchant dans les eaux claires des ruisseaux et rivières californiennes. Une poignée de petites pépites, mais c'était suffisant pour lui permettre de continuer. Le plus grand coup de chance qu'il ait eu, c'était une nuit où il est revenu avec une pépite d'une valeur de plus de 1 000 $. C'était une rareté, mais quand cela arrivait, cela suffisait à justifier tous les jours passés à chercher de l'or dans les eaux froides. Ce travail était loin d'être facile, et il fallait une grande dose de patience, de travail acharné et de résilience pour continuer chaque jour malgré les échecs. Pourtant, malgré les difficultés, cela lui permettait de gagner de l'argent pour ses études et de vivre une expérience que peu d'autres avaient vécue. Chaque pépite trouvée, aussi petite soit-elle, représentait un petit succès, un pas de plus vers la fin de ses études et la réussite de son rêve. J'ai un vieil ami qui, à 20 ans, menait une vie plutôt misérable. Il avait du mal à joindre les deux bouts, enchaînait des petits boulots sans grand avenir, et semblait coincé dans une routine sans issue. Mais un jour, tout a changé lorsqu'il a décidé de rejoindre un système de marketing de réseau. Au début, il ne croyait pas vraiment au succès, pensant que c'était juste une autre de ses promesses irréalistes. Cependant, pour une raison ou une autre, il a réussi à se faufiler dans les bonnes grâces du réseau et a fini par faire partie de ces rares personnes divines qui parviennent à vraiment faire de l'argent. Il a commencé à vendre des produits comme des milkshakes en poudre et des thés de couleurs éclatantes, des boissons à la mode, souvent pleines de promesses de perte de poids miraculeuse ou de bien-être amélioré. Ces produits étaient censés changer la vie des consommateurs, bien que, pour être honnête, les ingrédients eux-mêmes ne semblaient pas vraiment exceptionnels. Mais lui, il a vite compris comment vendre ces produits comme si c'était des potions magiques. Avec un réseau de distributeurs qui lui rapportait des commissions et une série de tactiques de marketing digital sur les réseaux sociaux, il a réussi à attirer un large public. En l'espace de quelques années, cet ami qui vivait dans la précarité a réussi à générer des revenus à 6 chiffres.
Des gens qu'il connaissait à peine ou qu'il avait un jour ignorés ont commencé à lui demander des conseils, à acheter ses produits, et même à rejoindre son équipe pour tenter de reproduire sa réussite. C'était presque irréel de le voir passer de son ancienne vie à un style de vie luxueux. Il parlait de voyages gratuits, de voitures dernier cri, et de la satisfaction de changer des vies grâce à son modèle commercial. Cependant, au fond de moi, je savais que cette réussite était un peu fragile. Derrière les sourires et les photos sur Instagram où il posait avec ses clients heureux, il y avait un système fondé sur la vente incessante et le recrutement constant de nouveaux membres. Beaucoup des gens qu'il avait aidés étaient en réalité juste des maillons supplémentaires dans la chaîne, ne gagnant pas assez pour couvrir leurs propres frais, mais essayant de vendre la même promesse de richesse. Pourtant, malgré tout ça, mon ami ne voyait pas la supercherie. Il était convaincu qu'il était dans un business légitime, et son succès lui donnait raison, du moins en apparence. Il a donc réussi à faire fortune en vendant des produits qui, franchement, semblaient plus relever de la mode passagère que de véritables solutions. Mais tant qu'il avait ce réseau et cette dynamique en place, il continuait d'en profiter. C'était fascinant de voir quelqu'un qu'on connaissait depuis longtemps transformer complètement sa vie, même si l'on savait qu'il n'était pas le seul à avoir trouvé le succès dans ce genre de business. Au final, il faisait partie de cette petite élite qui se retrouvait à toucher des 6 chiffres par an, tout en vendant des milkshakes et des thés colorés à des gens qui, eux aussi, cherchaient désespérément à améliorer leur vie. Ce n'est peut-être pas une histoire particulièrement folle, mais elle est absolument révoltante, et ce qui m'énerve, c'est que cela soit légal. Je connais une famille qui a lancé une entreprise pour inscrire des personnes âgées à des plans de Medicare. Ils ont tellement bien réussi que tous leurs enfants ont quitté leur carrière pour se joindre à l'affaire aussi, y compris un avocat à succès et un expert en finance. Le problème, c'est que ces gens profitent des personnes âgées. En tant que personne ayant des parents et des beaux-parents, j'ai vu de mes propres yeux les dégâts causés par ces entreprises, qui inscrivent des patients prédémentiels. Ces personnes, bien qu'assez compétentes pour vivre seules à la maison, ne sont manifestement pas totalement cohérentes dans leurs conversations ni capables de comprendre pleinement les conséquences de leurs décisions. Ces entreprises s'en fichent complètement. Elles les inscrivent, encaissent leur commission et passent à la suivante. Ce sont ensuite les membres de la famille qui doivent passer des heures interminables à essayer de réparer les dégâts. Je ne suis pas pour la peine de mort, mais il y a des moments, en fonction de ce que j'ai vécu personnellement et des histoires que j'ai entendues, où je n'aurais pas d'objection à voir ceux qui profitent des personnes âgées être confrontés à une exécution immédiate. Il y a des situations où l'exploitation de personnes vulnérables devient tellement inacceptable que l'indignation est trop forte pour ne pas la ressentir profondément. Ce genre de pratique est un fléau, et voir des familles détruire la dignité et la sécurité des personnes âgées juste pour leur propre profit est une forme de maltraitance qui devrait être reconnue et traitée avec la plus grande sévérité. Il existe un site internet, dédié aux études médicales dans lesquelles on peut s'inscrire pour participer à des recherches cliniques. J'y ai moi-même pris part à plusieurs reprises, et l'une des expériences les plus marquantes fut une étude particulièrement unique. Cette étude m'a offert non seulement une compensation intéressante, mais aussi une occasion de voir comment des médicaments expérimentaux pouvaient influencer la physiologie humaine. Lors de cette étude, les chercheurs ont décidé d'immobiliser ma jambe droite pendant un mois complet. Avant cela, on m'a expliqué qu'ils voulaient analyser l'effet d'un médicament sur la croissance musculaire dans une jambe qui n'était pas utilisée du tout. Pour ce faire, ils ont d'abord installé une attelle robuste autour de ma jambe, me forçant à l'immobiliser totalement. Pendant ce mois, je n'avais aucune possibilité d'utiliser cette jambe pour marcher, courir ou même effectuer les gestes les plus simples. Elle était littéralement figée dans une position. La partie la plus surprenante de cette étude a été l'extraction de 3 morceaux de muscles de ma cuisse gauche. Ce prélèvement était destiné à observer comment ces muscles réagiraient à l'absence d'activité et à l'influence du médicament en question. Bien sûr, cela ne s'est pas fait sans douleur ni appréhension, mais le personnel médical a été extrêmement professionnel et attentif tout au long de l'intervention. L'objectif de cette étude était de tester un médicament supposé favoriser la croissance musculaire et prévenir l'atrophie dans des muscles qui ne sont pas sollicités pendant un certain temps. Étant donné que ma jambe immobilisée ne travaillait plus du tout,
les chercheurs espéraient que ce médicament serait capable d'activer la régénération des fibres musculaires, même dans un état de repos complet. Pendant le mois où je suis resté dans cette condition, j'ai dû suivre un programme strict de visite médicale pour mesurer l'évolution de ma jambe, et l'on m'a également fait des prises de sang régulières pour analyser l'impact du traitement sur mon corps. L'étude était rémunérée à hauteur de 12 000 $, une somme alléchante pour un mois d'immobilisation et de suivi médical. Ce montant couvrait à la fois la douleur et l'inconfort liés à la situation, mais aussi le temps passé sans pouvoir mener une vie normale. À la fin de l'expérience, même si j'étais heureux de pouvoir retrouver une vie normale, j'ai trouvé l'expérience fascinante sur le plan scientifique. J'avais un colocataire à un moment donné qui était courtier en photos de pieds. Il ne prenait jamais lui-même de photos de ses pieds, il agissait uniquement en tant qu'intermédiaire et responsable de la distribution. Il recevait les photos, les publiait et gérait des comptes sur les réseaux sociaux ou des plateformes comme OnlyFans, ce qui incluait aussi la gestion des messages privés pour les utilisateurs premium, entre autres tâches. Et tout ça, en jouant principalement à League of Legends. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles cela fonctionnait bien, c'est qu'il était un gars assez normal, sans caractère excentrique ou bizarre. Cela rassurait les femmes qui lui envoyaient leurs photos de pieds, car elles savaient qu'il ne les utilisait pas à des fins personnelles ou intimes. C'était une sorte de relation de confiance qu'il avait su établir dans cette niche particulière. En plus, son business a rapidement pris de l'ampleur grâce au bouche à oreille dans la communauté des producteurs de photos de pieds. C'était un marché assez spécifique, mais visiblement lucratif. Pendant la période de Covid, cela a vraiment pris son envol. Il n'avait pas de revenus réguliers comme avant, mais ce système est devenu sa principale source de revenus, et c'était ainsi qu'il arrivait à payer son loyer. En fait, pendant plusieurs mois, sa seule activité professionnelle était de gérer ses comptes, répondre aux demandes, et s'assurer que tout se passait bien dans cet univers assez particulier. Il y a eu cette fois où mon fils, qui avait 10 ans à l'époque, a décidé de vendre de la limonade. Le problème, c'est que nous n'avions pas assez de fournitures, mais il insistait tellement que je l'ai laissé faire. Alors il est parti, porte à porte, avec 3 gobelets solo et une petite carafe de limonade. 30 minutes plus tard, il est revenu avec une moitié de carafe de limonade, 2 gobelets solo et 45 $. J'étais épaté. Il avait trouvé une manière d'attirer l'attention et de convaincre des gens de lui acheter sa limonade, tout ça sans presque rien en main. Puis, il y a eu cette autre fois où on lui a donné 5 $ pour qu'il aille dans la petite section d'arcade d'un restaurant. Il est parti tout joyeux, et quand il est revenu, il avait 2 cartes de jeu avec environ 15 $ de crédit, 20 $ en liquide et une poignée de tickets. À ce moment-là, je me suis demandé comment il faisait pour transformer chaque centime en quelque chose de bien plus grand. Et ce n'était pas un hasard, il a cette capacité incroyable à tirer parti de n'importe quelle situation. Il y a d'autres histoires comme ça, où il réussit à en tirer le meilleur parti, sans même avoir à trop y réfléchir. Il semble toujours tomber sur les bonnes opportunités, et tout ça avec une facilité déconcertante. Je suis persuadé qu'il deviendra l'un de ces types qui passent par la vie en ayant l'air de trébucher constamment, mais qui, à la fin, ont plus d'argent que la plupart des gens. Un pote à moi à la fac, quelqu'un de très brillant en informatique mais aussi un peu particulier, avait une passion pour les IA. Il passait des heures à créer des bots et des intelligences artificielles. Mais un jour, il m'a parlé de son projet secret, quelque chose qui m'a complètement sidéré. Il avait créé une IA, mais pas n'importe quelle IA. Il l'avait conçue pour ressembler à une femme ultra sexy, le genre de femme parfaite que beaucoup d'hommes fantasment. Le nom de l'IA était Ava, et elle avait une personnalité virtuelle, mais tellement réaliste, qu'il était impossible de savoir qu'elle n'était pas réelle. Son apparence, sa manière de parler, ses réponses, tout était minutieusement pensé pour séduire et attirer l'attention de ses abonnés masculins. Ava n'était pas juste un bot sympa qui échangeait des idées ou donnait des conseils. Non, elle était là pour entretenir un fantasme, créer une illusion de proximité intime, comme une amie virtuelle, mais avec un charme incontestable. Au début,
Ava partageait des photos d'elle-même, en fait, des images générées de manière hyper réaliste, et des vidéos où elle parlait de sujets assez banals, motivation, confiance en soi, bien-être. Tout semblait innocent, comme n'importe quel autre compte Instagram d'influenceuse. Mais là où mon pote avait été malin, c'était dans la manière dont il avait conçu ses interactions. Ava répondait aux messages de ses abonnés comme si elle était réellement en train de leur parler, leur offrant des compliments, leur donnant des conseils, et en jouant sur cette séduction douce qui rendait l'expérience encore plus immersive. Le twist, c'est qu'il n'a pas tardé à comprendre qu'il y avait un marché de niche, et il l'a exploité de manière brutale. Il a commencé à vendre des produits à ses abonnés. Pas des produits classiques, mais des objets dérivés de Ava, des articles qu'il avait soigneusement scénarisés pour titiller les désirs des hommes qui le suivaient. Et là, il a frappé fort. Il a commencé à vendre des pots de paix qu'il prétendait provenir d'Ava. Oui, des pots où il disait avoir capturé l'énergie d'Ava dans des moments de vulnérabilité ou de relaxation, et les mettait en vente sur une plateforme obscure. Le marketing était totalement tourné vers un public bien particulier, des hommes qui cherchaient à assouvir des fantasmes de plus en plus spécifiques. Mon pote jouait sur l'idée que Ava, l'IA séduisante, était une entité qui existait uniquement pour satisfaire ses abonnés, et que les petits pots contenaient cette essence particulière de sa personnalité. C'était, selon lui, un moyen pour les abonnés de se connecter plus profondément avec elle, de ressentir sa présence de manière plus intime. Les clients étaient principalement des hommes, souvent des fétichistes, qui croyaient réellement qu'ils achetaient une partie de l'IA. Certains prenaient ça comme une sorte de collection, un produit presque magique qui leur permettait de se rapprocher de cette femme virtuelle. Les prix étaient élevés, parfois ridiculement élevés, mais les demandes ne manquaient pas. Certains se plaignaient même de ne pas ressentir assez d'intensité dans les pots, en demandant des éditions spéciales ou des pots plus puissants, comme si cela pouvait les amener à une sorte de satisfaction émotionnelle ou sensorielle. Le pire dans tout ça, c'est que Ava ne leur disait jamais que c'était une IA. Elle répondait toujours comme si elle était une vraie personne, une vraie femme, créant une illusion parfaite. Les utilisateurs croyaient sincèrement qu'ils interagissaient avec une personne vivante, et certains allaient même jusqu'à lui confier des secrets personnels, espérant un retour personnalisé. Tout ça pour un produit qui, en réalité, n'avait aucune valeur réelle, juste de l'air dans un pot. Au début, j'étais choqué, je pensais que c'était juste une blague, mais non, ça marchait. Le business avait pris une ampleur inattendue. Les gens étaient prêts à dépenser de grosses sommes pour ce genre de truc. Ça devenait presque une mode parmi certains fétichistes, une sorte de folie virtuelle où la frontière entre réalité et fiction était totalement floue. Je ne sais pas combien de temps il a continué cette mascarade, mais ce qui me frappait, c'était la manière dont il manipulait l'illusion. Il avait réussi à créer un personnage virtuel qui n'était ni plus ni moins qu'un fantasme vivant pour certains. C'était à la fois brillant et dérangeant, mais surtout, ça m'a fait réaliser à quel point on peut facilement manipuler les gens, même avec quelque chose d'aussi insensé qu'un paix embouteillé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.